Les matins d'été, Quentin l'a fait. 7h13 sur France Culture, l'heure de la question du jour. Et alors que ce week-end, le journal du dimanche n'est pas paru pour la 5e semaine d'affilée, hier, le groupe a acté la fin des négociations avec les représentants des journalistes. La direction du groupe Lagardère, propriétaire du journal, a ainsi annoncé l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction dès le 1er août. À partir de là, quels sont les droits des actionnaires sur la ligne éditoriale des médias qu'ils possèdent? Quel cadre juridique garantit aujourd'hui l'indépendance des rédactions? Pour en parler, je reçois ce matin Benoît Huet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des droits des médias, co-auteur aussi de L'information est un bien public. C'est paru aux éditions du Seuil en 2021. Et tout d'abord, pour commencer, il faut rappeler que la presse écrite ne répond pas aux mêmes règles que l'audiovisuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction? Quelle règle prévaut en matière audiovisuelle à la différence de la presse écrite, Benoît Huet? Oui, tout à fait. L'audiovisuel, c'est-à-dire les télévisions et les radios, répondent à un régime qui est particulier puisqu'il y a des sociétés qui exploitent des radios et des télévisions qui obtiennent une fréquence gratuitement d'ailleurs auprès des autorités publiques via l'Arcom. Mhm. Ces sociétés signent une convention par laquelle elles prennent un certain nombre d'engagements, obligations de respecter notamment le pluralisme des courants d'expression, qui est une des conditions de la démocratie d'après le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que chaque chaîne de télévision, chaque chaîne de radio qui fait de l'information est obligée d'assurer un équilibre politique et de donner la parole aux uns et aux autres. Alors, ce n'est pas forcément respecté de manière optimale. C'est un autre débat hein, et on pourrait s'interroger sur la façon dont l'Arcom régule cela auprès de CNews, auprès de C8, auprès d'autres. En tout cas, c'est la règle générale. Mais en tout cas, c'est la règle. Et en matière de presse écrite, il n'y a pas vraiment de cadre légal, il n'y a pas d'obligation d'avoir du pluralisme dans un journal donné. C'est-à-dire qu'il y a des journaux dits d'opinion, il y a des journaux de droite, il y a des journaux de gauche, et il n'y a pas de contraintes là-dessus. Après, ce qui est complètement nouveau avec ce qui se passe aujourd'hui avec Vincent Bolloré, c'est cette idée en fait de rentrer dans le cercle de la rédaction et de rentrer dans la fabrication de l'information, ce qui n'est pas normalement le rôle de l'actionnaire. Alors, on va y venir, Benoît Huet, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne à la genèse, à l'histoire du journal du dimanche, qui est justement en lien avec l'histoire même de la concentration des médias. Comment apparaît ce journal qui paraît de façon hebdomadaire et quels en sont jusqu'à aujourd'hui les propriétaires? Alors, quand on voit le journal du dimanche, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est un hebdomadaire. Il paraît tous les dimanches, mais il n'a pas du tout la forme d'un hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un format quotidien classique. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le journal du dimanche n'était que le supplément dominical de François. Alors, c'est pas le François d'aujourd'hui, on parle du François de l'après-guerre, celui dans lequel écrivait Joseph Kessel, un journal très prestigieux qui tirait à plus de 1 million d'exemplaires. Et ils avaient choisi donc d'avoir ce supplément le dimanche. Et progressivement, ce supplément du dimanche s'est autonomisé, a eu sa rédaction propre. Et en 1976, quand Hachette, qui possédait François, l'a revendu à Robert Hersant, qui était un grand acquéreur de médias à l'époque, Robert Hersant n'a pas repris le journal du dimanche, qui est resté dans le giron de Hachette, puis de Lagardère. Et aujourd'hui, donc, c'est Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, qui va acquérir Lagardère. Donc on voit bien que l'histoire du JDD est vraiment s'inscrit dans ce mouvement de concentration des médias en France. Et ce qui est intéressant, fascinant à la fois, c'est justement que face à la concentration des médias de Robert Hersant, qu'est introduite la loi sur la concentration des médias, une loi qui date de 1986. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le contenu? Oui, à l'époque, donc Robert Hersant avait acheté François en 76, mais il avait également acheté le Figaro l'année d'avant, ce qui s'était fait dans des très mauvaises conditions. Même le rachat de François s'était très très mal passé. Presque la moitié de la rédaction était partie. Donc déjà, à l'époque, c'était extrêmement tendu. Et la gauche en 84, puis la droite en 86 ont voulu faire passer une loi qui a été appelée la loi anti-Hersant, et qui visait à réguler la concentration des médias. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est encore tenu par les règles qui ont été instituées à cette époque. Alors, il y a eu des révisions de cette loi, mais les grands principes sont restés, alors même que les médias ont complètement changé de physionomie avec l'arrivée tout simplement du numérique. Alors, comment étaient régulés les médias en 86 et comment est-ce qu'ils le sont encore? Il y a un double contrôle. Il y a un contrôle dit de droit commun, c'est-à-dire que l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne va apprécier s'il y a un risque de position dominante sur un secteur. Par exemple, la Commission européenne vient de le faire dans le cas de Bolloré.
en disant que sur le marché de la presse people, Bolloré ne pouvait pas avoir à la fois Gala et Paris Match et qu'il allait devoir céder l'un des deux titres. Il a choisi de céder Gala. Donc ça, c'est un prisme strictement économique lié à des enjeux de concurrence ? Tout à fait. Donc c'est par exemple le risque que quelqu'un possède tous les titres dans un même sous-secteur, en l'occurrence la presse people, et par exemple risque d'augmenter les prix tout simplement. Donc c'est vraiment une lecture purement économique. On n'est pas dans le domaine éditorial. Non. Et là-dessus se rajoutent des règles spécifiques au secteur des médias qui consistent à dire qu'une même personne ne peut pas posséder plus de 7 fréquences de télévision, plus d'un certain nombre de radios et plus de 30% du secteur de la presse. Donc ce sont des règles qui sont totalement désuètes puisqu'elles ne fonctionnent pas du tout. On a vu que par exemple dans le cas de la fusion TF1-M6, le fait que les deux opérateurs possèdent 10 chaînes, ils allaient en vendre 3 mineurs et ça n'empêchait pas en tant que tel la concentration. Et c'est la même chose pour la presse puisque le seuil a été fixé à 30%, qui a été fixé du temps de R100 et ne correspond plus à rien aujourd'hui. Il y a également la fameuse règle des 2/3. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler, nous rappeler aussi comment Vincent Bolloré parvient à la contourner ? Oui, alors cette règle instituée en 86 consiste à dire qu'on ne peut pas posséder à la fois des chaînes de télévision, des radios et des journaux. Or, quand on regarde aujourd'hui, on se dit mais c'est exactement ce que fait Vincent Bolloré. Et comment a-t-il fait ? C'est simplement que dans la loi de 86, dans cette règle des 2/3, il y a écrit que ça ne s'applique que à la presse quotidienne nationale. Donc ça ne s'applique pas à la presse hebdomadaire, donc ça ne s'applique pas à Paris Match et au Journal du Dimanche, ce qui explique pourquoi est-ce que le groupe Vivendi et Vincent Bolloré étaient tant intéressés par le rachat du JDD de Paris Match. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, Benoît Huet, dans le cadre fixé par la loi, l'indépendance des rédactions ? Alors, aujourd'hui, l'indépendance des rédactions n'est absolument pas garantie par la loi. C'est-à-dire qu'un propriétaire de médias peut faire à peu près ce qu'il veut dans son journal. Il peut intervenir sans problème sur la ligne éditoriale. Alors, certains journaux ont négocié de manière amiable entre les rédactions et la direction des chartes éditoriales avec des règles claires. C'est ce qui se passe au Monde, c'est ce qui se passe à Libération, c'est ce qui se passe même aux Échos, même s'il y a eu des problèmes récemment. Et certaines rédactions ont notamment négocié le fait que la désignation du directeur de la rédaction ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment, c'est-à-dire qu'avec un vote favorable de la rédaction. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose qui a été négocié à l'amiable dans certains médias et ça ne s'applique absolument pas à l'ensemble des médias. Et par exemple, ce n'est pas le cas au Figaro et ce n'est évidemment pas le cas au JDD aujourd'hui. Le JDD, aujourd'hui, quelle est la règle ? Est-ce qu'on peut supposer que Vincent Bolloré interviendra directement sur la ligne éditoriale du journal ? Alors, la brutalité avec laquelle se passe le rachat du JDD rappelle ce qui a pu se passer au moment du rachat de iTélé, au moment du rachat de Canal+, au moment du rachat de Paris Match, on l'a dit, au moment du rachat d'Europe 1, et laisse penser que le même scénario va se dérouler, à savoir qu'il n'y aura pas de barrière entre l'actionnaire et la rédaction, qu'il y aura une ingérence dans la rédaction, une décision de dicter les choix de la rédaction, et surtout un abandon, je dirais, des principes du journalisme, des principes d'équilibre des points de vue, du contradictoire, de vérification de l'information, et c'est extrêmement inquiétant. Alors on a parlé, Benoît Huet, de la loi de 1986. Il faut en évoquer une autre, la loi de 2016, la loi Bloch, qui porte sur ce qui est surnommé le droit d'opposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, en 2016, on était dans le contexte de la prise de contrôle par Vincent Bolloré de iTélé, et déjà d'une grève très longue de plus d'un mois de la rédaction d'iTélé. Et dans ce contexte-là, une loi a été passée au Parlement, qui était portée par un député qui s'appelait Bloch. Et il avait été rendu obligatoire d'y avoir des comités d'éthique dans les chaînes de télévision et d'avoir des chartes déontologiques dans les médias. Toutefois, la loi n'a pas déterminé quel devait être le contenu de ces chartes déontologiques, ni quelle devait être la composition de ces comités éthiques. Et à la fin, ça n'a pas eu beaucoup d'impact dans la pratique quotidienne des journalistes. Donc ça n'est pas du tout suffisant selon les journalistes, selon les sociétés de rédacteurs aujourd'hui ? Non, et on en paye un peu le prix aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui n'a pas été fait en 2016, en fait, se manifeste aujourd'hui dans des dérives qui sont assez graves. Et c'est pourquoi, dans notre livre « L'information est un bien public », avec Julia Cagé, on avait proposé dès 2021 la mise en place d'un certain nombre de mécanismes pour protéger l'indépendance des rédactions. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, ça soit repris dans une proposition de loi qui vient d'être déposée au Parlement. Face à ce qui se passe actuellement au Journal du Dimanche, un certain nombre d'initiatives parlementaires ont été prises. Quel constat vous en faites ? Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui et qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans les propositions avancées par les députés ? Alors, ce qui est intéressant et ce qui est complètement nouveau par rapport à ce qui a pu être proposé par le passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une démarche qui est transpartisane. C'est-à-dire que la proposition de loi qui a été déposée la semaine dernière a été déposée par l'ensemble des groupes politiques à l'exclusion des Républicains et du Rassemblement national. Ce qui veut dire que le parti au pouvoir, Renaissance,
a adhéré à ce texte. Ce texte propose de soumettre l'attribution des aides publiques à la presse au fait qu'on garantisse l'indépendance éditoriale en donnant ce fameux droit de veto à la rédaction sur la désignation du directeur de la rédaction. C'est une proposition qu'on avait faite dans notre livre en 2021. Je suis très content qu'elle soit reprise. Et il y a un deuxième article qui dit que ce serait la même chose pour les fréquences audiovisuelles, c'est-à-dire que pour avoir une chaîne de télévision, une chaîne de radio, il faudrait également respecter cette règle. Donc je me réjouis que ce soit mis en place et que ce soit transpartisan. Après, on peut se demander pourquoi est-ce que le gouvernement n'intervient pas dès maintenant, puisque sur la presse, ça pourrait être fait directement par décret, à mon sens, et la ministre de la Culture On n'est pourrait pas le contraint faire de passer par la loi? pour réformer les critères d'attribution des aides publiques à la presse. Il n'est pas nécessaire de passer par la loi. Ça s'est déjà fait, notamment au moment de la crise de Science et Vie, il y a 2 ans. Science et Vie avait été racheté par le groupe Reward Media, avait vidé tous les journalistes de la rédaction, et un décret avait été pris pour dire que si un journal n'embauchait pas un certain nombre de journalistes dans sa rédaction, il ne pouvait plus avoir d'aide publique. Ça avait été fait directement par un décret de la ministre. Est-ce que cette proposition de loi, Benoît Huet, cette proposition de loi transpartisane a une chance d'être votée à l'Assemblée nationale puis au Sénat dans les semaines qui viennent? Alors, j'espère qu'elle pourra être mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est mon espoir. Il y a vraiment une urgence. Je tiens à saluer le courage de la rédaction du JDD qui est en grève depuis maintenant 5 dimanches. C'est grâce à eux aussi qu'on parle de ça aujourd'hui et qu'on s'intéresse à ce sujet qui est essentiel pour la démocratie. C'est de dire, bah, écoutez, même si une personne est très riche et qu'elle achète un média, elle ne peut pas en faire n'importe quoi. C'est un petit peu comme si quelqu'un achetait la moitié d'un arrondissement de Paris et disait je vais tout raser et je vais construire des tours à la place. Et ben dans ce cas-là, on appliquerait des règles d'urbanisme et cette personne devrait se soumettre à l'intérêt général. Et ben c'est la même chose. On ne peut pas racheter comme ça des tas de médias, les détruire intégralement parce que ça cause du mal à la démocratie et que l'information est un bien public. Merci beaucoup Benoît Huet. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des droits des médias, co-auteur de L'information est un bien public. C'est paru au Seuil en 2021. Vous écoutez France Culture, il est 7h24.